Afrigazone, la chaîne de l'Afrique qui gagne. Afrigazone, la chaîne des startups et qui connaissent la diaspora africaine. La chaîne qui montre le Togo sur la carte mondiale. Nous sommes au Togo, notre quartier. Nous sommes en Afrique, notre pays. Bienvenue à la redécouverte de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, on le sait très bien, le Togo présente actuellement une diaspora qui est estimée à plus d'1 million de personnes. Alors pour aujourd'hui, nous allons rendre visite à un Togolais qui a fait la diaspora. Il est actuellement au pays, alors nous allons partager un bon moment avec lui au cours de cet entretien. Mais avant d'aller le voir, mesdames, messieurs, je vous invite, si vous êtes première fois, si c'est la première fois que vous regardez, je vous invite à vous abonner. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez tout simplement cliquer sur la cloche de notification et là, automatiquement, vous devenez un abonné de Afrigazone. Mais si vous êtes déjà sur cette chaîne, alors je vous demande, mesdames, messieurs, de laisser vos commentaires. Ce sont ces commentaires qui vont nous aider à mieux faire le travail. Vous avez des questions à nous poser, alors n'hésitez pas, posez ces questions sur la page Afrigazone. Alors, on se retrouve tout juste après ceci. Bonsoir, guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Gut, danke. Ja. Selber? Gut. Ja, super. Er spricht auch Deutsch, ne? Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, vous êtes un Togolais Oui. de la diaspora. Vous vivez Exactement, je vis à dans quel Hambourg. pays? Hambourg, Ouais. en Allemagne. En Allemagne. Voilà, présentez-nous s'il vous plaît, donnez-nous votre nom. Moi, c'est Obet Nutsugan. Donc, je suis né ici, probablement. J'ai grandi dans un environnement motivé. À motiver. Oui, je suis né là. Et, je suis né là, j'ai grandi là et après, je suis parti en Allemagne. Voilà. Et presque 22 ans. 22 ans. Dans quelle année, plus précisément? En 99, au début 2000, 99, fin 99 au fait. Et c'est dans quelles conditions vous êtes parti? Conditions, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dire conditions. Bon. Conditions, dans quelles circonstances? Non, il n'y avait rien parce qu'il y avait une époque où on a toujours rêvé de changer quelque chose. Et on avait l'impression, c'était tout un groupe où on a entrepris tout, on faisait du karaté, surtout les arts martiaux. C'était notre point central et bon. Au fait, on a dit, bon, il faut changer quelque chose. Mais changer quelque chose ne veut pas dire forcément aller en Europe. Oui. Mais bon, c'était peut-être pour nous l'occasion de faire quelque chose. Et on a dit, bon, OK, on va essayer ailleurs. Donc, ce n'était pas forcément l'Europe parce que j'ai des amis qui sont aux États-Unis et d'autres qui sont en Australie. Et bon, moi, je suis en Europe. Bon, d'autres aussi, autant que moi. Alors, une fois que vous êtes arrivé là-bas, comment a été votre intégration? Moi, je suis parti directement en Allemagne et c'était pas facile parce que d'abord, on est dans un pays où on ne comprend pas la langue, on ne connaît pas la culture, on ne sait pas la mentalité, le froid, bon, il y a toutes sortes de choses à quoi on doit se confronter. Vous êtes arrivé dans un autre monde. C'était carrément un autre monde parce que la première fois, j'étais parti encore en tant qu'Africain en hiver que je n'ai jamais vu. Et on a connu Balou ici. Ah ouais, bon, ça c'est encore mieux. Donc tu te lèves et puis il y a la glace partout, tu ne sais pas quoi faire. Mal habillé, bon, si tu n'as pas chance, tu meurs quoi. Bon, c'est comme ça donc. Voilà, concernant votre côté professionnel, comment cela est arrivé? Comment est-ce que vous avez pu, disons, comment est-ce que, comment vous êtes arrivé là-bas? Vous l'avez déjà dit. Maintenant, concernant le côté professionnel, parlez-moi un peu de ça. Bon, juste après le bac, on a essayé d'étudier. Moi, j'ai voulu faire la cinématographie, je voulais être acteur, mais c'était des rêves des petits-enfants que tous nous faisions. Mais je dirais que j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui travaillait dans un hôpital et nous, on a travaillé pour un projet qu'on appelle SPOOK. Et ce projet, c'était... bon, notre mission, c'était entre l'Union européenne
d'aider des jeunes qui viennent et qui ne comprennent pas vraiment l'allemand. Parce que nous, bon, après quelques années, bon, on s'est intégré. Bon, l'intégration, c'est quelque chose de personnel. Et quand on fait un effort, on aboutit au moins à quelque chose. Donc, dès le début, je me suis forcé à apprendre l'allemand vraiment. Pas comme on l'a fait ici en première au terminal, mais le vrai allemand. Alors, c'était vite remarqué. Donc, il va falloir que j'aide aussi les petits qui arrivent, entre guillemets, petits. Donc, je travaille pour un hôpital et c'était financé par l'Union européenne pour aider les jeunes qui n'arrivent pas à parler l'allemand, mais qui viennent à l'hôpital comme interprètes. Donc, c'est là où je suis rentré indirectement en médecine, où j'ai la secrétaire et le directeur qui m'appréciaient beaucoup. Il m'a dit, mais est-ce que tu n'aimerais pas rester ici? Mais si tu veux rester, tu dois vraiment bosser. Tu dois recommencer. Oublie tout ce que tu as appris. Tu reprends tout à zéro. Je reprends tout à zéro. C'était pas facile. Donc, ça fait des années d'études. Et enfin, donc c'était au nord, plus au nord, à Osnabrück. Et après, bon, on a dû déménager pour Hambourg, à une clinique plus grande. Et vous n'avez pas connu d'obstacles? Si, les obstacles, on connaît toujours. Et si on va falloir... On aimerait bien les partager avec eux. S'il va falloir parler d'obstacles, je crois qu'on passera toute la nuit ici parce que obstacles dans plusieurs financières, bon, culturelles et puis, je sais pas, il y a tout. Il y a tout. La race, c'est pas facile quand on est aussi africain, noir. C'est dans une autre société. Dans une autre société, donc il va falloir aussi... de couleur, comme eux-mêmes le disent souvent. Ouais. Donc nous sommes des gens de couleur. Il y a des gens qui sont très gentils, il y a malheureusement aussi des gens qui ne sont pas trop gentils. Et quand on n'a pas la chance, on raconte des gens pareils et on a des expériences qui ne sont pas trop beaux, quoi. Voilà. Mais aussi, moi j'ai des amis qui sont allemands, mais que j'aime beaucoup, qui m'ont aidé dans beaucoup de choses aussi à progresser. Donc, je ne dirais pas que l'Allemagne, bon, c'est des racistes, etc. Non. Il y a des gens très, très, très gentils et des gens aussi pas trop beaux, quoi. Voilà, il y a un artiste sud-africain, chanteur du reggae, Lucky Dube, qui avait fait une chanson dans laquelle il disait « Different colors, one people ». Ouais, c'est ça, ouais. Different colors, one people. J'ai vu que vous êtes un homme marié, vous êtes en couple avec une blanche. Ouais. Alors, dites-nous comment cela est arrivé et vous êtes ensemble. Ma femme, elle s'appelle Iris, donc ça fait 17 ans qu'on s'est mariés maintenant. 17 ans? Je crois, hein, ouais. J'oublie parce que ma belle-mère me le rappelle souvent. Bon, ça, vraiment, le matin, donc le jour de notre mariage. Bon. Et si on me demande si j'enlève ma bague et puis je vois la date là à l'intérieur. La date est écrite. Ah ouais. Donc, si vous avez des beaux yeux, alors ça fait. Je sais que c'est en 2004, hein? 2004, c'est 2004. En juin? 17 en juin? Le 6 juin? 17. Oh là là! Voilà. Je l'ai. Attends, alors, vous pouvez lire. C'est à l'intérieur? Ah ouais. 14. J'ai dit, hein, 4 juin 2004. 6 juin. 4 juin. Tu vois? Moi, les dates. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je l'ai. C'est ça, 4 juin 2004. Ouais. Je peux lire. 4 juin 2004. Ah ouais. Bientôt votre anniversaire. Ah, des mariages. Dans le mois de juin. Tu vois. Bon moment, j'ai ma belle-mère qui fait le SMS. N'oublie pas. Alors, ça nous fera plaisir de connaître votre femme. Ah ouais. Ma femme, elle est allemande. Elle s'appelle Iris. Iris, tu viens? Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Oui, nous allons aussi très bien. Africa Zone est avec vous ce soir. Alors, votre mari est en train de parler de vous. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Dans quelles circonstances vous avez retrouvé monsieur comme époux? Oui, dans quelles circonstances? Bon, c'est un peu... Bon, on ne peut jamais planer. C'est un domaine privé? Non, pas tout à fait. Bon, je disais, c'est à Osnabrück. Donc, j'ai connu un ami qui était aussi marié à sa soeur. Donc, ce qui veut dire que ça... Comment je dirais? Mon beau-frère. Mon beau-frère. Bon, donc... et je l'ai vu. Bon, les sentiments se sont créés. Bon, on s'est fréquentés. Ça a pris un peu du temps et après, on s'est mariés. Donc... et depuis là, on était ensemble. Donc, elle vient souvent en Afrique?
Souvent, oui, toujours. Toujours. En Afrique, nous avons une réalité, nous avons une large famille. Par rapport à vous, au niveau de l'Occident, ce n'était pas la même chose. Mais comment est-ce que vous vous sentez en Afrique avec cette grande famille? Est-ce que cela ne vous embête pas? Non, non, je me sens très très bien accueillie. C'est vraiment agréable. Ouais. Ah, d'accord. J'espère bien que monsieur... C'est la réponse? Oui, je peux confirmer parce qu'elle aime beaucoup. On a fait avant, on faisait vraiment du tourisme. Vraiment. Bon, ces derniers temps, ces derniers 5 ans, c'était plus du tourisme, tellement que là, on est fatigué là parce qu'on ne fait que travailler. Bon, autour de la maison, on veut toujours réaliser quelque chose. Bon, mais elle a aimé et ça m'a plu. Et l'année dernière, on a fait venir sa maman pour la première fois, qu'elle n'a jamais vu l'Afrique. Et donc, comme Allemande, elle a dit, bon, il y a quoi à faire. Bon, moi, j'arrange une chambre. C'est pas la peine d'aller louer. Et en moins de 2-3 jours, une semaine, on a arrangé une chambre qu'elle a arrangée elle-même. Et donc, elle a aimé aussi. Et je crois que l'année prochaine, elle aimerait encore venir. Donc, voilà, une fois que vous arrivez au Togo, je ne sais pas si c'est chaque année que vous venez ou bien... Oui, chaque 6 mois à peu près. 6 mois, ouais. Disons 2 fois dans l'année. Alors, quels sont les obstacles dont vous... Comment je vais le dire? Quels sont les obstacles que vous affrontez? Sur quel plan? Obstacle? Disons, on sait que vous avez longtemps fait l'Allemagne. Bien sûr que les choses ont changé depuis votre départ au Togo. Quand vous arrivez, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Directement, non. Je m'y connais, mais bon, la première fois, quand je suis rentré à Lomé, j'étais perdu. Parce que beaucoup de choses ont changé. Bon, le langue. Ouais. Bon, donc, je savais plus. Quelqu'un m'a dit, bon, tu viens chez moi à Gbossi, mais je savais pas comment y aller. Mais vous connaissez Gbossi avant de partir? Je sais où Gbossi se trouve, mais je peux pas aller. Je suis en voiture et je sais pas où. Où passer? Ouais, où passer. Donc, du coup, j'ai dû demander comme un étranger chaque fois. Et pour aller à Gbossi, comment on fait? Des choses comme ça, bon, en tant que Togolais, c'est vraiment... ça fait une honte, mais je dis complètement dépaysé. Parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup. Et Lomé est en train de changer. Ce n'est pas Lomé que nous connaissions avant. Donc pour nous, Lomé avant, nous étions à Décan, à Mtivé. Donc Lomé, ça s'arrête à Sika Teota. Moi, pour moi, c'est tout. Et j'ai fait le lycée de Tokwa. Donc là, tout ce qui est derrière jusqu'à là, c'est trop loin, à Goué, etc. Qu'est-ce que tu cherches là? C'est trop loin. Mais aujourd'hui, on voit vraiment la périphérie et Lomé, c'est... Voilà. Lomé est devenu maintenant une grande ville. Oh, oui. C'est ça. Alors, chers abonnés, nous vous prions toujours de laisser vos commentaires. Peut-être que vous avez des questions à poser à nos invités, mais vous n'avez pas cette opportunité. Mais vous pouvez les laisser en commentaire. Une fois qu'on sera avec d'autres invités, on va essayer quand même de leur exposer ces questions et vous trouverez satisfaction à cette question, sinon à ces questions. Nous sommes toujours avec notre invité, je vais le dire ainsi. Il y a une question aussi qui me vient à l'esprit, ça concerne vous les gens de la diaspora. Parce qu'on a l'impression que si vous rentrez au pays, il y a beaucoup parmi vous qui aiment vivre en clandestinité avant de repartir. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez une idée sur ça, il y en a qui viennent, bon, ils ne se font pas voir, ils ne disent à personne qu'ils sont là. Bon, après, vous êtes au courant qu'ils sont repartis. Alors pourquoi cela? Vous aussi vous le faites, oui ou non, parce que parfois on revient dans des stress vraiment incroyables, très difficiles à expliquer. Alors, on est en vacances. Comme les Blancs le font quand ils vont à Majorque, pour les Allemands quand ils vont à Majorque, ils se reposent. Ils n'aiment pas être dérangés. Oui. Donc c'est une mentalité qu'on a développée quand on est en Afrique, on est venu pour se reposer. Ce qui est difficile à accepter. Donc, bon, c'est à chacun de savoir, hein, si je suis venu pour me reposer, donc je veux ma paix. Donc, parfois, je ne veux même pas être gêné. Je veux me reposer et après, je retourne encore à ma vie quotidienne. Est-ce qu'il n'y a pas une autre idée cachée derrière ça? Là, je ne peux pas dire, je ne sais pas, c'est individuel peut-être. Bon, moi, je dirais, je parlerai que de moi. Je ne me cache pas. J'aime voir mes amis quand je suis au pays. J'aime voir des plages quand je suis au pays et j'aime manger la nourriture africaine quand je suis au pays. Bon, je dirais, nous aimons manger, donc ma femme et moi. Donc,
Donc moi, je ne me cache pas. Et je ne sais pas si... Je ne connais pas ce fléau et je ne peux pas le confirmer. Oui. On va aussi parler du rôle potentiel de la diaspora dans le développement socio-économique du continent africain. Il faut aussi dire que la diaspora contribue énormément. Parce que si nous prenons par exemple l'année 2020, il y a plus de 400 milliards de dollars qui ont été investis. Juste par la diaspora. Oui, voilà. Mais le problème aussi que ces fonds n'arrivent pas directement pour je sais pas, bon, des infrastructures directes comme construction de routes ou de quoi. Voilà. Mais ça vient au niveau des familles, ça rentre directement dans les familles. Et maintenant, selon vous qui faites partie de cette diaspora, il y a aussi certaines personnes qui hésitent à rentrer en Afrique, à rentrer au pays. Bon, vous avez une idée sur cela? Pourquoi cette hésitation? Je parlais d'un ami qui, depuis 22 ans, n'est pas rentré, où nous encourageons à entrer, à venir. Et il m'a expliqué des choses où il m'a dit, bon, en fait, il y a pas un ami, mais plusieurs. Il y a un qui est au Congolais, Angolais, Togolais et un qui est nigérian. Une qui est nigérienne. Donc, alors j'ai essayé de leur comprendre pourquoi. Donc, la première, c'est parce qu'elle était vraiment déçue, tellement qu'elle a travaillé, me dit-elle, dans sa vie, et toute son économie, elle a envoyé à sa maman, et la maman n'a rien fait. Voilà. Alors pour elle, l'Afrique, c'est mort, quoi. Elle ne veut plus entendre parler de la famille, ni de l'Afrique. Elle me dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Que c'est des diables. Ils m'ont détruit ma vie. Parce que tant d'années et d'économies faites, et après, bon, on fait la fête avec, quoi. Comme ça. On te dit, toi, t'es bien là, et envoie encore, c'est fini. Et on te présente des choses qui n'existent pas, des bâtiments, on dit, nous sommes en construction pour toi, bon, on dit Jago, quoi. Donc, non. Bon, donc, elle autre, c'est ça. Et le deuxième, il est angolais, c'est le même fléau. Et il a eu un accident, il a eu vraiment... Tout ce qu'il a, c'est ça, il ne peut plus travailler, il a cassé sa jambe pour avoir une société. Et l'argent, il a envoyé pour faire des projets en Afrique. Pas pour une construction, mais des grands projets en soudure, parce qu'il lui fait des trucs, machin, ordinateur, etc. Donc tout, il a mis des conteneurs, il a amené, je te dis, tout cela a été détourné par sa famille. Alors là, vraiment, on n'est plus encouragé. Donc sa femme a dit, bon, peut-être ça arrive, change. Il a encore essayé, c'est toujours la même chose. Donc lui, il a dit, bon, qu'est-ce que moi je vais faire là? C'est pas la peine d'investir. Alors, et d'autres ont d'autres problèmes qui ne sont pas connus. Donc, il y a aussi des problèmes d'ordre politique, des gens aussi, sont comme partis en on dit, exil et autres. Alors, il hésitait à revenir. Là, c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour quitter, pourquoi ils ne peuvent pas rentrer. Ok, l'entretien continue toujours avec notre frère de la diaspora qui vient de l'Allemagne. Nous sommes actuellement au Togo, je vais vous le dire ainsi, nous sommes actuellement au Togo avec lui. Et il est en famille, évidemment. Alors, les commentaires, nous en avons besoin. Et puis, si vous êtes nouveau à nous regarder pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez seulement sur la cloche de notification et puis tout est réglé. C'est ça. Alors, je reviens, on va parler de l'investissement de la diaspora en Afrique. Et il s'avère que pour investir en Afrique, il y a des difficultés que vous traversez, les gens de la diaspora traversent pour faire leur investissement, pour créer des entreprises, des sociétés ou autres là. Et ce qui fait qu'il y a aussi une hésitation, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a aussi une hésitation concernant cela. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est, disons, c'est de manque de volonté pour eux d'investir en Afrique? Non, je dirais non, parce que d'abord, quand on parle d'investissement, il faut parler des moyens, et ça dépend dans quoi on veut investir. Parce que nous avons des projets, par exemple, investir en Afrique, oui, mais en quoi? Ça, c'est la question. Ouais, est-ce que nous avons des garanties que ça va marcher sur le plan politique et commercial? Et la main-d'œuvre abondante, qualifiée, et aussi des gens à qui on peut avoir confiance. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on travaille encore là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire avant de parler d'investissement, parce qu'on ne peut pas jeter son argent, disons, dans l'océan. Et ça, ces petits points-là doivent d'abord être travaillés. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je trouve vraiment de soutien
quand je parle du soutien, je parle de l'État, par exemple, qui est prêt à soutenir des jeunes qui disent, OK, allez, viens, nous sommes prêts à vous accompagner, on vous soutient, ce que vous faites, c'est bien. Ou bien on vous dit, non, vous payez telle taxe et bon, on ne peut pas supporter, on te dit, allez, bon, on va se faire voir ailleurs, quoi. Donc ça, c'est des choses que nous racontions qui sont vraiment actuelles, que moi j'ai racontées. Par vous exemple. avez fait l'expérience, vous avez essayé quand même d'investir, et ça n'a pas marché? Non, pas investi directement, mais dans des choses où on aimerait amener, où on se demande, OK, combien ça va me coûter? On me dit, la joie va te coûter 56% de ce que tu fais. Alors, quand tu dis, tu compares par rapport à l'Allemagne, qui prend 19%, et c'est 56%, non, mais c'est pas possible. Alors, tu te dis, bon, tu peux pas. Tu peux pas, nous sommes désolés, mais tu te dis, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Et voilà. On peut pas, finalement. Non, récemment, le gouvernement togolais a instauré quelque chose qu'on va appeler guichet diaspora. C'est le nom. Je ne sais pas si vous êtes informé de cela. C'est guichet diaspora, c'est pour faciliter l'investissement des gens de la diaspora au Togo. Alors, vous avez une appréciation pour cela? Mais ce serait vraiment... encourager la diaspora à venir investir en Afrique et autres. Mais ce serait chouette si c'est possible. Est-ce que si c'est un projet d'État qui est en marche, je dirais félicitations. C'est très bien parce que je ne sais pas, mais j'ai appris qu'au Ghana, au moins, tous ceux qui sont dans la diaspora peuvent une fois amener un conteneur ou deux conteneurs par an qui n'est pas taxé. Hein. Alors, si c'est possible au Togo, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer quand même. Et bon, si ce projet qui m'est nouveau, que je vais faire des recherches, si c'est possible, c'est vraiment une chose grandiose. Ça pourrait changer beaucoup de choses et encourager aussi beaucoup de jeunes à investir plus chez eux. Voilà. Sans crainte, quoi, aucune. Voilà. Vous avez un message particulier aux dirigeants africains? En politique, non, parce que je ne m'y connais pas trop. Je me méfie aussi là. S'il me parle de la médecine, peut-être, je pourrais dire... De façon générale? De façon générale, je suis dans une clinique internationale qui est connue, qui est de Hambourg. Et ce que j'ai vu là, même si la moitié pourrait, ou même un tiers de ça pourrait se réaliser ici, ce serait bien. Alors, comment faire pour faire ça? Donc, politiquement, je dirais à nos dirigeants aussi de faire quelque chose pour attirer ceux qui ont et qui connaissent quelque chose en médecine, de venir quand même au Togo, comme le Bénin le fait présentement, attirer les jeunes qui ont appris quelque chose ailleurs, de venir essayer chez eux, quoi. Voilà. Vous êtes déjà au pays, bientôt vous allez repartir. Vous avez quelques messages à vos frères qui sont de la diaspora, qui sont au niveau de la diaspora, pour les encourager peut-être à venir, peut-être pour leur faire quitter cette peur qui les anime. Bon oui, je dirais, venez au Togo parce qu'il fait beau ici, c'est très bien de rentrer, c'est quelque chose incomparable. On peut pas, il n'y a pas de mots pour le dire parce que revoir ce qu'on a laissé, revenir chez soi, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour le qualifier, c'est très bien. Donc je dirais à tous ceux qui aimeraient rentrer à Lomé de venir à Lomé si c'est possible et de venir jouir cette saveur, cette odeur que nous avons laissée le matin, des choses vraiment qui font vraiment du plaisir. Hein. D'accord. Merci à vous, monsieur. Merci, madame. Voilà. On est très content de vous voir ensemble. À côté de votre mari pour le partage de cet entretien. Bon. Elle parle allemand aussi. Elle parle allemand, mais un peu le français. Mais ça va trop. Mais lui parle allemand aussi. Alors dis-lui quelque chose. Ouais, quelque chose en allemand. C'est bien. C'est comme mon père qui dit l'allemand. Oui, moi j'ai enseigné l'allemand. Il dit, dis quelque chose, je veux t'écouter. Puis il me dit, Ebenga. Nous avons une particularité ici en Afrique, c'est le non-respect de l'heure, la non-ponctualité. Quelqu'un vous donne rendez-vous sur 14h, vous venez à 16h, ou soit c'est à 16h que vous appelez la personne, vous lui dites que c'est maintenant que je suis en train de prendre ma douche. Vous êtes en Europe, vous êtes en Allemagne, on sait que la ponctualité est de mise là-bas. Alors, quand vous revenez ici et que les gens ne répondent pas à ces rendez-vous à l'heure, qu'est-ce que cela vous dit? Moi, je ne suis pas européen, je connais ce phénomène. Eh bien, je dirais aussi, je peux corriger que ce n'est pas seulement les Africains ou les Togolais, parce que nous avons fait quelque part un séminaire en Allemagne et on appelle interculturel.
et des mentalités. Donc, quelqu'un s'est levé, il a dit non, c'est pas africain, n'accusez pas les Africains. Par exemple, au Brésil, il y a ce phénomène où quand quelqu'un se lève, on dit on a 18h, on a un rendez-vous, il se lève, à 18h, quitte sa maison, mais il rencontre son frère, il dit mais prenons un coup, bon, on s'assoit en bois. Il raconte leur vie là-bas. Oui, et puis l'autre peut attendre. Mais c'est normal, ils comprennent. Donc, on ne peut pas comparer. Et bon, maintenant, il y a un développement, les choses changent, on ne peut pas vivre comme ça, comme au village. Là, c'est ça qui amène le problème. Parce qu'on dit 18h et on dit 16, bon, disons 7h, il faut être là à 7h. Mais c'est difficile parce que nous avons nos cultures. Parce que quand je quitte à 7h, que je vois mon ami Kofi, je dois lui dire bonjour. Et je dois demander comment ma mère va, et comment la famille vient, et comment ton oncle, et le cousin là, et ton ami là. Donc on doit tout répondre. Ça me prend 10 minutes. Mais je ne sais pas qui je vais encore raconter là, après lui. Et ça me bouffe encore les 10 minutes, et 10 minutes, plus 10 minutes. Et après, quelqu'un me dit, mais regarde, j'ai quelque chose de bien, la fraîche, tirée là, bon, prenons un coup. Je prends encore d'abord. Bon, c'est la culture. Mais ça, on doit apprendre, quoi. Ça va venir, mais c'est un peu difficile quand même. Ouais, que, bon, seulement qu'on a des problèmes, quand c'est quelque chose d'administratif, et on dit, bon, ok, venez maintenant à 19h, et puis là, on traîne et on vient à 20h. C'est déplaisant quand même. Mais donc, je dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce point. Et bon, donc, il faut faire beaucoup d'efforts. Bon, pour moi, c'était pas facile. Je me suis levé, je dis, bon, il fait froid, hein, bon, faut dormir un peu. Mais c'est pas possible. Voilà. Comme nos travailleurs disent, il a plu, donc on ne vient pas au travail. Voilà. Donc là-bas, il pleut, mais on va au travail. Oui. Donc, vous voyez la différence. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il faut travailler ce point-là. J'espère que le message est bien passé. Ouais. J'espère aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci, de rien. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. J'espère que vous l'avez énormément aimé. Et on vous invite à vous abonner à Afrigazone. Si vous êtes si vous êtes déjà abonné à la chaîne, alors on vous demande de laisser vos commentaires. Ça va nous avantager, ça va nous pousser à améliorer. Aidez-nous à atteindre le maximum d'abonnés sur Afrigazone. On vous aime bien. Le prochain rendez-vous, c'est